La porte se referme doucement. Le médecin s'assoit. Et un silence un peu trop lourd s'installe. C'est une scène qu'on a tous vue, je crois, au cinéma, ou que certains ont malheureusement vécue. Et avec cette image, le texte de Gilles Besson nous plonge immédiatement dans cette atmosphère. Oui, cette atmosphère pesante. Ce moment suspendu où l'on sait que les prochains mots vont tout changer. Notre analyse aujourd'hui va donc se pencher sur ce moment précis. Si délicat et pourtant si universel. L'art d'annoncer une mauvaise nouvelle. On va s'appuyer sur une source unique, ce texte de Gilles Besson, qui est court mais d'une densité, je trouve, incroyable. Et la mission qu'on se donne, c'est décortiquer pourquoi cet acte est bien plus qu'une simple communication. C'est un moment de vérité humaine qui laisse une trace. Le texte démarre sur un constat qui m'a tout de suite interpellé. Il dit que les mots du médecin peuvent être, je cite, techniquement justes, médicalement précis, et pourtant, quelque chose manque. C'est ce quelque chose qu'on va essayer de trouver ensemble. Et c'est vraiment le cœur du problème. Ce quelque chose qui manque, ce n'est pas un détail, c'est souvent l'essentiel. Le texte de Besson, en se focalisant sur le milieu médical, met en lumière un paradoxe immense de notre époque. D'un côté, on a une médecine ultra technologique, capable de diagnostic d'une précision inouïe, et de l'autre, en parallèle, on a un peu laissé en friche la compétence la plus fondamentale qui soit, la communication humaine dans les moments difficiles. Ce que le texte dit, et c'est très important, ce n'est pas que les soignants sont indifférents, bien au contraire. Il suggère plutôt que l'institution médicale elle-même a un angle mort gigantesque sur ce sujet. En fait, elle considère cette compétence comme un savoir-être, un peu inné, plutôt que comme un vrai savoir-faire qui s'apprend et qui se travaille. Cet angle mort, j'imagine qu'on le voit de la manière la plus crue du point de vue de la personne qui reçoit la nouvelle. D'ailleurs, le texte nous plonge tout de suite dans sa perception. Et il avance une idée très forte. À cet instant, le patient n'entend pas un diagnostic. Ce ne sont pas des mots techniques qu'il traite. Non. Ce qu'il entend, c'est une déflagration. Sa vie va basculer. Et pour nous faire ressentir ça, l'auteur utilise des descriptions très très fines des réactions physiques. Le regard cherche un appui, la respiration se suspend, le temps se dilate. Alors quand j'ai lu ça, je me suis posé une question. Cette histoire de temps qui se dilate, est-ce que c'est une simple métaphore poétique, une belle image, ou est-ce qu'il y a un phénomène psychologique bien réel derrière cette sensation? C'est une excellente question, parce que ça va bien au-delà de la métaphore. En fait, c'est une description presque clinique d'un état de choc. Ce que le texte décrit, c'est ce que les psychologues appellent une sidération psychique. Face à une information qui menace notre intégrité, notre avenir, notre cerveau se met en mode protection. Les fonctions cognitives supérieures, celles qui analysent, qui raisonnent, sont en quelque sorte court-circuitées. C'est un mécanisme de survie. Et la dilatation du temps, cette sensation que tout se déroule au ralenti, c'est une perception très courante dans les situations de traumatisme aigu. Le cerveau est tellement inondé d'informations, sensorielles et émotionnelles, qu'il n'arrive plus à les traiter à vitesse normale. D'accord, donc c'est un véritable état de choc physiologique. Ce n'est pas juste une émotion intense. Exactement. Le regard qui cherche en appui, ce n'est pas anecdotique. C'est le corps qui cherche littéralement à ne pas tomber, à trouver une ancre dans une réalité qui se dérobe. La respiration suspendue, c'est le système nerveux autonome qui réagit au stress extrême. Et le point fondamental que la source soulève, c'est que le soignant et le patient, même s'ils sont assis face à face, ne sont plus dans le même monde. L'un est dans la rationalité médicale, il communique un fait. L'autre vient d'être projeté dans un monde de chaos existentiel. Et si le soignant ne comprend pas ça, s'il ne comprend pas que son interlocuteur n'est plus en état de recevoir une information, mais de subir un choc, alors la communication est vouée à l'échec, voire à devenir traumatisante. C'est ça. Et c'est là qu'on touche à un point crucial du texte. Il ne blâme à aucun moment les soignants. Au contraire, il insiste bien sur le fait qu'ils sont profondément engagés et très compétents. Mais le paradoxe, c'est qu'ils sont rarement formés à ce moment précis. Ça m'amène à une réflexion plus pragmatique. On décrit là un idéal de communication, une présence parfaite. Mais on connaît la réalité des hôpitaux. Les salles d'attente pleines, le manque de temps, la pression. Est-ce que la source aborde cette tension entre l'idéal de la bonne annonce et la dure réalité du terrain? Alors, le texte ne l'aborde pas de front, mais il donne la clé de la réponse. En pointant du doigt le manque de formation, il suggère que la situation actuelle n'est pas une fatalité.
La raison pour laquelle ces moments sont souvent si mal gérés, même par des gens pleins de bonne volonté, c'est ce que la source décrit très bien. Cet art s'est longtemps transmis par imitation, sans cadre, sans entraînement, sans débrief. C'est un système d'apprentissage par compagnonnage qui est totalement inadapté à la complexité de la situation. Attendez, si je comprends bien, le texte dit que cette compétence vitale n'a tout simplement jamais été formalisée. On a laissé les soignants se débrouiller seuls avec ça, en espérant qu'ils tombent sur un bon modèle à imiter. Ça me paraît presque incroyable pour un domaine aussi crucial que la médecine. Et pourtant, c'est la réalité qui est décrite. Et c'est un système qui crée d'énormes inégalités. Si vous êtes un jeune interne et que votre chef de service est un communicant exceptionnel, bon, vous apprendrez peut-être par mimétisme. Mais s'il est lui-même maladroit ou mal à l'aise, vous allez juste reproduire ses erreurs. Imaginez un jeune médecin de 28 ans. Après une garde de 24 heures, il doit annoncer pour la première fois un cancer incurable à une personne qui a l'âge de ses parents. S'il n'a jamais été préparé à ça, s'il n'a que l'image d'un patron qui expédie la chose en 5 minutes pour retourner à ses dossiers, que va-t-il faire? Il va probablement se réfugier derrière le jargon technique, garder une distance froide. Et ce n'est pas par manque d'empathie, mais par pure terreur. Il se protège lui-même. Et c'est là que le drame se joue. Cette idée d'impact durable est centrale. Le texte a une phrase qui m'a vraiment marqué. Il dit que la manière dont une mauvaise nouvelle est annoncée reste gravée dans la mémoire du patient, parfois plus que la nouvelle elle-même. C'est vertigineux quand on y pense. Ça veut dire que le comment peut littéralement écraser le quoi. C'est absolument fondamental et c'est validé par toutes les études sur le traumatisme psychique. La mémoire traumatique ne fonctionne pas comme la mémoire narrative. Elle ne retient pas une histoire construite. Elle retient des fragments sensoriels. Une intonation de voix, une lumière crue, le contact froid de la chaise, le regard fuyant du médecin. Des années plus tard, la personne aura peut-être oublié les détails du diagnostic, mais elle pourra vous décrire la scène dès l'annonce avec une précision photographique. Et si cette scène a été violente ou déshumanisante, elle devient une blessure supplémentaire qui s'ajoute à la maladie. Elle peut briser la confiance, ce fameux contrat thérapeutique, et compliquer tout le parcours de soins qui suit. D'accord, le diagnostic est posé. Il y a un manque criant de formation structurée. Alors, si la solution est là, à quoi est-ce qu'elle doit ressembler cette formation? Le texte est très clair là-dessus, et ça va un peu à l'encontre des idées reçues. Il ne s'agit surtout pas d'apprendre une phrase parfaite ou une sorte de script à dérouler. Non. Au lieu d'une recette, la source liste des compétences beaucoup plus subtiles. Elle dit qu'il faut apprendre à reconnaître l'émotion, à laisser un espace, à ajuster son rythme, à accepter le silence. Ce qui me frappe, c'est que ce sont des compétences en apparence passives. C'est de l'écoute, de la présence. Mais accepter le silence, par exemple, ça doit être l'une des choses les plus difficiles à enseigner. On ne peut pas juste l'écrire sur un transparent. Comment on apprend ça concrètement? Vous mettez le doigt sur le nœud du problème. On ne l'apprend pas dans un livre. C'est pour ça que le texte insiste sur le fait que cette formation doit être simulée. C'est un peu le concept du simulateur de vol, mais appliqué à la relation humaine. On met les futurs soignants dans des situations de jeu de rôle avec des acteurs professionnels qui sont formés pour jouer des patients dans différents états émotionnels. Et là, dans un environnement sécurisé, l'étudiant ou le jeune médecin peut s'exercer. Et concrètement, ça se passe comment? Une séance comme ça? L'étudiant entre dans une pièce qui ressemble à un bureau de consultation. Un acteur joue le rôle d'un patient qui attend des résultats. L'étudiant doit mener l'entretien et faire l'annonce. La scène est filmée. Et ensuite vient la partie la plus importante, le débriefing. Avec l'étudiant, le formateur et parfois l'acteur lui-même, on revisionne la séquence. On analyse tout. Le langage non verbal, les moments où l'étudiant a paru mal à l'aise, les moments où il a coupé la parole au patient parce que son silence le mettait en panique. L'acteur peut donner son ressenti. À ce moment-là, quand vous avez regardé vos notes, je me suis senti abandonnée. C'est incroyablement puissant. C'est en faisant, en se trompant dans un cadre bienveillant et en analysant ses erreurs qu'on apprend à ne pas combler le silence, à juste être là, présent. Je comprends mieux. On sort de la théorie pure pour entrer dans la pratique du ressenti. Mais tout ça repose sur une idée encore plus profonde, un véritable changement de perspective que le texte propose. Il dit « L'annonce d'une mauvaise nouvelle n'est pas un échec médical. C'est un acte de soin à part entière. » C'est la phrase clé, le pivot de toute la réflexion. C'est une révolution conceptuelle. Dans une culture médicale très orientée vers la guérison, le cure, tout ce qui n'est pas une bonne nouvelle
peut être inconsciemment perçu comme un échec. Un échec de la science, un échec personnel du médecin, et cette perception peut pousser à vouloir expédier ce moment désagréable. Attendez, ça change complètement la donne. Si on voit ça comme un acte de soin, ça veut dire que même quand il n'y a plus de remède, la médecine n'est pas impuissante. La conversation devient le soin. Précisément. Le soin se déplace de l'organe malade à la personne souffrante. Quand on ne peut plus guérir, en anglais to cure, on peut toujours soigner, to care. Soigner la peur, l'angoisse, le sentiment de solitude. L'annonce n'est plus une simple formalité administrative avant les débuts des vrais traitements. Non, elle est le premier acte thérapeutique du nouveau parcours qui commence. Un acte qui peut apaiser, créer un lien de confiance solide et donner au patient la force d'affronter ce qui l'attend. C'est une opportunité de soin, peut-être même l'une des plus importantes. Et la conclusion du texte, du coup, découle logiquement de cette idée. Si c'est un acte de soin, alors, comme tout acte de soin, il mérite d'être enseigné, simulé, accompagné. La phrase est courte, mais chaque mot est essentiel. Enseigner et simuler, on vient d'en parler, mais le dernier mot, accompagner, il est tout aussi important. Il s'adresse à qui? Aux patients. Il s'adresse aux soignants. Et c'est ce qui rend l'approche de la source si complète et si humaine. Ce mot reconnaît que le médecin, l'infirmière ne sont pas des robots. Annoncer des diagnostics graves à longueur de journée, c'est émotionnellement dévastateur. C'est une charge mentale et psychique énorme. Et sans soutien, le risque, c'est l'épuisement professionnel, le fameux burn-out, ou alors le développement d'une carapace cynique comme mécanisme de défense. L'accompagnement, ce serait quoi alors? Des groupes de parole, ce genre de choses? Oui, par exemple, des groupes de parole entre pairs pour partager les situations difficiles, des séances de débriefing après une annonce particulièrement éprouvante, du mentorat. C'est simplement reconnaître que pour bien prendre soin des autres, il faut aussi que quelqu'un prenne soin de vous. C'est une vision holistique qui ne sépare pas la compétence technique de la vulnérabilité humaine. Elle prend soin du patient et du soignant. Pour résumer, ce texte de Gilles Bosson, si court soit-il, est un véritable plaidoyer. Il nous fait comprendre que l'annonce d'une mauvaise nouvelle, ce n'est pas un point final, mais un point de départ. Ce n'est pas une procédure, mais un moment de connexion humaine d'une intensité rare. Un acte de soin qui peut soit blesser profondément, soit commencer à guérir. Absolument. Le message central est clair. On ne peut plus laisser cette compétence fondamentale, qui est au cœur de la relation de confiance, à la seule intuition ou à l'improvisation. Elle doit être considérée comme une compétence médicale à part entière, au même titre que savoir poser une perfusion ou lire un scanner. Elle exige une vraie pédagogie, avec une théorie, de la pratique simulée et un soutien sur le long terme. Il s'agit au fond de professionnaliser l'humanité dans le soin. Et pour finir, une question qui me reste. Le texte se concentre sur le monde médical, où les enjeux sont, évidemment. Vitaux. Mais en le lisant, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à toutes les autres sphères de nos vies. Un manager qui doit annoncer un licenciement, un parent qui doit expliquer un deuil à un enfant, un ami qui doit révéler une vérité qui fait mal. On est tous, un jour ou l'autre, le porteur d'une mauvaise nouvelle. Alors si en médecine, cet acte est un art qui mérite d'être enseigné, simulé, accompagné, qu'est-ce que ça nous dit de la manière souvent si maladroite et improvisée dont nous gérons ces moments cruciaux dans le reste de nos vies?